Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Christian Estrosi, député maire de Nice. Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. L'actualité du jour, c'est évidemment la Tunisie. François Fillon a répondu à une question du PS cet après-midi à l'Assemblée sur l'attitude de Michel Alliot-Marie qui avait proposé l'aide de la France au régime Ben Ali pour le maintien de l'ordre. On écoute le Premier ministre. J'entends les critiques que vous formulez et je pourrais, pour y répondre, citer de larges extraits du très beau discours de Lionel Jospin en octobre 1997 lorsqu'il recevait à Matignon le président Ben Ali. Je pourrais aussi évoquer le satisfecit donné au gouvernement de M. Ben Ali par Dominique Strauss-Kahn en octobre 2008, quelques minutes après avoir reçu des mains du chef de l'État tunisien une haute décoration. Les dirigeants français sont-ils collectivement coupables d'aveuglement vis-à-vis de Ben Ali ? Non, je crois qu'à partir du moment où une nation est reconnue par les Nations Unies, toutes les grandes nations du monde qui font partie de cette reconnaissance des Nations Unies ont vocation à entretenir des relations avec tel ou tel pays. C'est le cas à l'égard de la Tunisie. Il se trouve, et je m'approprie volontiers les propos de François Fillon, qu'en l'occurrence, l'histoire a dépassé le rythme de la diplomatie française. C'est une réalité qu'il nous faut admettre et reconnaître. En même temps, c'est beau de voir un peuple se saisir lui-même de son destin. Il y a une longue histoire d'amitié entre le peuple tunisien et la France. Sachons aujourd'hui l'accompagner dans son long chemin vers la démocratie. Mais à la place de Michel Alliot-Marie à la Défense, vous auriez fait pareil ? Je dis simplement que dans cette Les affaires étrangères, pardon. Non, mais dans cette affaire, il est clair que la France n'a évidemment pas vocation à jouer les supplétifs de tel ou tel pays dans une opération de maintien de l'ordre. Donc tout a été dit par le Premier ministre et ça va bien. Là, c'est clair. Votre actualité à vous, c'est une proposition de loi visant à abaisser à 16 ans la majorité pénale. Noël Mamère, le député vert, était à votre place hier. Il vous a posé une question sur ce sujet. Christian Estrosi, pourquoi vous obstinez-vous à vouloir braconner sur les terres du Front National en formulant cette honteuse proposition de loi qui consisterait à faire baisser la majorité pénale de 18 à 16 ans ? Noël Mamère est toujours dans la mesure qu'on lui connaît. C'est un modéré, bien évidemment. Simplement, une fois de plus, Noël Mamère est dans un monde virtuel et en dehors d'une France et d'un monde qui est réel. Une société qui est de plus en plus dangereuse depuis 2002. C'est sans état d'âme que j'ai été rapporteur d'une loi de sécurité intérieure, auteur d'une proposition de loi contre les bandes organisées, que j'ai défendu un grand nombre d'avancées, notamment aux côtés de Nicolas Sarkozy, lorsque j'étais son ministre délégué à l'intérieur, dans la prévention de la délinquance, dans la lutte contre toutes les formes de violence. Nous avions un contrat avec les Français en 2007. C'était une de mes propositions d'ailleurs d'avant 2007, mettre en place des peines planchées pour lutter contre les multirécidivistes. Cette partie du contrat, nous l'avons remplie. La deuxième partie, c'était de nous attaquer tout simplement à l'ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs. Nous voyons qu'en 30 ans, la délinquance des mineurs a triplé. Nous voyons qu'entre 2004 et 2008, elle a augmenté pour les vols et vols avec violence de 50% et pour les crimes de 10%. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un délinquant violent, barbare de 2010 a à voir avec un petit sauvageon de 1945 ? Nous avons une réponse à apporter. Ma réponse, c'est de baisser la majorité pénale de 18 à 16 ans. C'est la vôtre, mais est-ce que vous avez obtenu beaucoup de signatures de vos collègues UMP ? Parce qu'apparemment, votre proposition fait débat au sein du groupe. Elle ne fait pas débat. D'ailleurs, je l'ai présentée ce matin en réunion du groupe. Et elle a été largement saluée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne rendrai public que jeudi matin le nombre de signatures. Il est considérable. C'est-à-dire que l'ensemble des députés UMP mesurent dans chacune de leurs circonscriptions qu'il est important d'apporter une réponse. Les gens ne peuvent Considérable, plus précisément, ça veut dire plus des 2/3 du groupe ? Et il est important, et vous le mesurerez jeudi matin. Et chacun doit mesurer que les Français ne peuvent plus accepter de voir qu'un tribunal pour enfants, puisque cela relève d'un tribunal pour enfants,
prononce des travaux d'intérêt général, de jardinage. Peut-être avez-vous des propositions de stage à faire lorsque l'on procède à des vols, vols avec violence, violence avec armes par destination, recel, extorsion, crime. Quand on a 17 ans et demi, permettez-moi de vous dire, et qu'on s'attaque à quelqu'un et qu'on n'a pas 18 ans, 17 ans et demi, 18, 19 ans, la souffrance pour la victime est la même. Et donc, il faut apporter une réponse juste et équitable. Pour moi, ça reste le juge pour enfants, je le dis très clairement, mais c'est à lui qu'appartiendra la responsabilité de faire en sorte que l'excuse de minorité ne soit plus un principe, mais soit une exception. Je n'accepte plus la culture de l'excuse. L'insécurité est l'un des domaines investis par le Front National. À l'UMP, Marc-Philippe Daubresse et Catherine Vautrin ont été chargés d'une mission spécifique sur la façon de lutter contre la progression du Front National. Est-ce que vous avez des suggestions à leur faire? C'est une drôle d'idée de se positionner par rapport à un tel ou un tel. Ils sont aussi chargés de réfléchir à l'attitude adoptée vis-à-vis du PS. Si déjà nous nous chargions simplement de répondre aux attentes des Français, ça me paraîtrait être si simple. Le président de la République a voulu donner une feuille de route pour 2011. Vous voulez dire que la mission n'a pas lieu d'être ? Mais moi, je ne conteste pas tout cela. Je dis simplement que le débat d'idées dans notre formation politique est utile. Mais en même temps, je ne voudrais pas que nous agitions des chiffons rouges en permanence. Mais c'est pas vous mais est-ce que la vocation d'une formation populaire comme la nôtre, un mouvement populaire qui se doit de répondre à tous les hommes et toutes les femmes de ce pays, qui respectent les droits et devoirs de la France, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur origine culturelle, quelle que soit leur origine confessionnelle d'ailleurs, soit en mesure simplement d'avoir des réponses claires, nettes, précises dans le domaine de la solidarité avec la dépendance. Alors, prenons un exemple si vous voulez bien. Que répondez-vous personnellement aux déclarations de Marine Le Pen sur les musulmans qui prient dans la rue? Vous savez, je me rappelle ces propos, elle faisait un comparatif avec l'occupation. Eh bien, je dis que c'était un propos scandaleux, mais qui dénonçait malgré tout une situation qui n'est pas moins scandaleuse. Et l'ensemble de la classe politique, à peu près sans exception, a répondu « il faut construire davantage de mosquées ». Est-ce que c'est votre réponse? Ma réponse, c'est d'abord que prier dans la rue, c'est pas un droit qui doit être accordé. Nous sommes dans un pays laïque et ça doit être interdit. Et je demande et je souhaite que partout où cela se pratique, on y mette un terme. La rue n'est pas faite pour manifester. Prier n'est pas le droit de manifester ni d'agiter des banderoles. Donc bien évidemment, alors que la loi ne nous permet pas, conformément au principe de laïcité, de financer des lieux de culte, favoriser l'émergence de lieux de culte qui permettent à chacun de prier dans la dignité son Dieu, c'est normal. C'est normal. À condition que ça se fasse dans le respect de la loi républicaine et que nous soyons vigilants à ce que ces lieux de culte soient animés par des religieux qui ne sont pas aux ordres d'une puissance étrangère, qui ne prônent pas l'intégrisme, avec toutes les menaces que cela comporte, mais que ça puisse être parfaitement placé sous le contrôle du ministère de l'Intérieur. Vous venez parler de chiffon rouge à propos de Jean-François Copé et du vote FN. Vous en avez déjà parlé quand Jean-François Copé a ouvert un débat sur les 35 heures. Au nom de l'UMP, a-t-il dit, et vous dites non, l'UMP n'a pas été consulté au préalable. Quelle est la vérité? Je n'ai pas dit cela. Nous avons eu un débat au bureau politique. Après. Sans entériner les choix de débat que nous porterions devant l'opinion publique. Bon, le débat est une bonne chose, il est même indispensable. Et je salue, y compris sur les 35 heures. Et je salue l'initiative de Jean-François Copé de vouloir ouvrir des débats. On en a toujours ouvert avec lui comme hier avec ses prédécesseurs. C'est notre vocation. Et le président de la République lui-même est demandeur d'un certain nombre de propositions. Mais à partir du moment où le président de la République veut faire de l'année 2011 une année utile, en traçant 3 voies, que ce soit la sécurité et la justice, notamment avec la délinquance des mineurs d'un côté, les jurys populaires dans les juridictions correctionnelles, que ce soit la dépendance en matière de solidarité, que ce soit la compétitivité ou la fiscalité pour nos entreprises comme pour le pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes et des familles modestes. Essayons d'ouvrir des débats qui ne soient pas des provocations, mais qui soient dans ce cadre-là
de vraies propositions, alors que nous avons réformé les 35 heures. On les a réformées, c'était un engagement du candidat Nicolas Sarkozy. On a bien libéré les heures supplémentaires, défiscalisé pour le salarié comme pour l'entreprise. Plus généralement sur l'UMP, ce sera ma dernière question parce qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous diriez que l'UMP est plus vivante, qu'elle débat davantage sous Copé qu'elle ne le faisait sous Xavier Bertrand? Xavier Bertrand était un excellent secrétaire général. Je pense que Jean-François Copé a une expérience solide pour pouvoir l'être lui aussi, mais je dis à Jean-François Copé qu'il a l'exigence d'entendre tout le monde. On parle par exemple de think tank. Bien sûr, on a besoin de clubs d'experts. Et moi-même, je suis entouré d'un certain nombre d'experts dans des domaines, que ça touche à l'industrie, que ça touche au social, que ça touche à la sécurité ou à la justice. En même temps, nous sommes d'abord une formation faite de militants. Vous savez, dans ce monde individualiste et égoïste, qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent une carte dans un parti, qui soient issus de tous les milieux, ils ont aussi, plus que de coller des affiches et d'être appelés à la veille des élections pour distribuer des tracts, envie d'apporter leur contribution, leur bon sens, leur intelligence. Moi, j'ai bâti dans la 2e fédération de France, dont je suis le président, celle des Alpes-Maritimes, dimanche dernier, un grand think tank des militants. Donc vous allez participer et je pense que c'est d'abord aussi la voix des militants qui doit être entendue. Donc vous allez participer à ce conseil des clubs. Vous avez envie de jouer un autre rôle à l'UMP? Mais j'ai envie de défendre, en tant que membre du bureau politique, d'abord le contrat qu'on a passé avec les Français en 2007. Vous savez ce qu'il y a de pire et ce qui nous a tués pendant des années enfermés dans la pensée unique, c'est de ne pas respecter nos engagements. Si nous respectons tout le contrat passé entre Nicolas Sarkozy et les Français d'ici 2012, alors je n'ai aucun doute, Nicolas Sarkozy sera en 2012 le successeur de Nicolas Sarkozy. Christian Estrosi, je vous remercie. Demain, nous recevrons Jeannette Bougrade. À demain et pour un nouveau talk Orange Le Figaro. Bonsoir.